Samedi 21 mars 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info. À la une de l'actualité de ce soir, le prix du carburant à Madagascar devra inévitablement augmenter à cause du conflit au Moyen-Orient, selon l'économiste Ugra Johnson. Comme solution, il propose l'exploitation et l'utilisation du pétrole lourd de Timrour afin de faire face aux éventuels problèmes d'approvisionnement et à la hausse des prix. Les détails avec Radraman Zatouf. Le conflit au Moyen-Orient aura des répercussions à l'échelle mondiale, selon l'économiste Ugra Johnson, et Madagascar ne pourra pas y échapper. Qu'on le veuille ou non, il y aura une hausse du prix du carburant dans le pays à cause de cette situation, affirme-t-il. Comme solution pour Madagascar face à cette situation, il suggère la production et l'utilisation du pétrole lourd de Timrour. Concernant le conflit au Moyen-Orient, il précise que ce sont toujours les plus puissants et les vainqueurs qui attirent l'attention et le soutien des autres. Il appartient donc à chaque pays de mettre en place une politique adaptée à ce contexte. Et le SMA a déjà repris les opérations de ramassage d'ordures dans la capitale à la suite de la grève des agents qui avait entraîné une accumulation des déchets dans la ville. En raison de cette grève, le volume des ordures entassées dans la capitale atteint 9000 mètres cubes. 6500 mètres cubes ont déjà été enlevés à partir du 14 mars, selon les explications fournies par ce service chargé de l'assainissement de la ville d'Antananarivo. Il reste donc encore 2500 mètres cubes de déchets à évacuer. Toujours depuis ce 14 mars, le SMA a également renforcé ses moyens avec l'ajout de 20 camions bennes ainsi qu'un engin de type Trax. Cette opération de ramassage s'inscrit dans une action spéciale appelée Coup de poing, lancée le 14 mars à Antananarivo. D'après les informations, cette opération spéciale se poursuit actuellement. Toujours dans cette page sociale, parlons lutte contre la corruption. Au début de la semaine, les hauts responsables au sein de la police nationale ont renforcé leurs compétences grâce à une formation sur la lutte contre la corruption. Il s'agit d'un renforcement des connaissances visant à améliorer les services de la police, souvent confrontés à de nombreuses plaintes. Reportage de Felena Rakotorsoul. Un échange d'expériences et de connaissances sur les formes de corruption les plus fréquentes dans le cadre des activités de la police nationale s'est tenu le 17 mars 2026 à la direction de la recherche et de la formation continue à Antananarivo. L'objectif était d'approfondir les stratégies permettant de prévenir les différentes infractions et de renforcer l'intégrité de la police nationale dans l'exercice de ses fonctions. Selon les explications, faire preuve d'intégrité et d'incorruptibilité constitue une garantie essentielle pour préserver la justice et l'équité et traduire une volonté ferme de servir la nation avec honnêteté et humilité dans l'intérêt de chaque citoyen. Toujours dans la page sociale, mais parlons violence sur les enfants. De nombreux efforts restent à fournir pour garantir les droits fondamentaux dont devraient bénéficier les enfants malagasy. En général, tous sont responsables et concernés par cette mission. La société, les enseignants et éducateurs, les différents responsables et surtout l'État. Dans ce reportage, quelques chiffres importants à connaître sur ce sujet avec Felena Rakotorsoul. Selon le rapport du MICS 2025, 85% des enfants âgés de 1 à 14 ans subissent des formes de discipline sévères, souvent violentes. 21% des garçons et 24% des filles âgées de 5 à 14 ans, aussi bien en milieu rural qu'urbain, sont contraints de travailler sous différentes formes. Parmi ces enfants, 25% exercent des travaux illégaux, pénibles et extrêmement dangereux. En raison de ce travail précoce, 11% des enfants de moins de 5 ans deviennent indépendants malgré eux et quittent le foyer familial. Cette situation a de lourdes conséquences sur leur santé. 37% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance, principalement dû à la malnutrition. Selon toujours l'enquête MICS 2025, seuls 47% des enfants âgés de 2 à 4 ans connaissent un développement normal, bénéficiant d'une bonne santé et d'une croissance physique et mentale adéquate. Ainsi, de nombreux efforts restent nécessaires de la part des autorités pour faire respecter pleinement les droits fondamentaux des enfants.
L'UNICEF appelle particulièrement les autorités et l'ensemble de la population à renforcer la protection des droits des enfants, aussi bien en milieu rural qu'urbain, conformément à la Convention internationale des droits des enfants, ou CIDE, de 1989, ratifiée par de nombreux pays, dont Madagascar. Cette convention vise à promouvoir la santé, l'égalité, la protection et à placer l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de toute action, en particulier les enfants les plus vulnérables. Les inscriptions au concours destiné aux journalistes professionnels de tous les médias à travers toute l'île se poursuivent. Il s'agit d'un concours de reportage axé sur la thématique de la vaccination. L'objectif est d'encourager les journalistes dans l'exercice de leur métier. Toujours un reportage de Felna Kotorsoul sur des images d'Yves Janel. Dans le cadre de ces actions visant à encourager les journalistes des médias à s'investir dans leur travail, l'UNICEF leur offre une plateforme à travers un concours portant sur la vaccination. Les productions attendues sont des articles et des reportages sur les vaccins contre la poliomyélite ou polio, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, HPV, ainsi que le vaccin contre la rougeole. Selon les explications, les journalistes de toute l'île peuvent participer à ce concours à condition que leurs reportages et articles répondent aux critères requis. Seuls les travaux déjà diffusés ou publiés entre janvier 2024 et le 26 mars 2026 pourront concourir dans 4 catégories prévues. Il est à rappeler que les inscriptions ont débuté le 27 février et prendra fin le 27 mars. Puisqu'on a parlé des enfants, restons toujours dans ce sujet, la transmission des récits et du patrimoine malgache aux enfants aujourd'hui tend à disparaître face à l'évolution actuelle. Pourtant, l'histoire est indissociable du développement d'un pays. Face à cette réalité, les écoles adoptent de nouvelles stratégies pédagogiques pour éduquer et transmettre des connaissances aux enfants, notamment à travers des représentations théâtrales. C'est un reportage de Aniane Martina et Yves Janel. Les représentations scéniques ou le théâtre constituent un moyen utilisé par cette école pour transmettre des connaissances à ses élèves, en particulier celles liées à l'histoire du pays, dont la transmission aux jeunes générations semble aujourd'hui insuffisante. Selon les explications, ce type d'activité permet également aux enfants d'apprendre à s'exprimer en public. C'est aussi une opportunité pour eux de développer et d'explorer leurs talents. De la petite enfance jusqu'aux classes de terminale, la culture, l'histoire et le patrimoine sont ainsi transmis à travers le théâtre. L'événement s'est tenu hier vendredi au Chanpuknul d'Issouchi. Restons toujours dans cette page culturelle. Chacun a célébré la Saramanch, le nouvel an malagasy, à sa façon le 19 mars dernier. Pour cette école où notre journaliste a mené son enquête, le choix s'est porté sur une célébration mettant en valeur les coutumes et traditions propres à chaque ethnie. Reportage de Felena Kotorsoul. Une nation progresse en valorisant et en élevant sa culture à travers ses traditions et coutumes. De nombreux grands pays avancent grâce à leur culture, comme le Japon, la Chine et bien d'autres. La promotion de la culture chez nous passe par un changement de système à la base. À l'image de cette école qui a choisi de marquer le nouvel an malagasy en enseignant aux élèves les traditions de chaque ethnie à travers des danses, des pièces de théâtre et diverses activités. Tous les élèves ont participé à cette célébration du nouvel an malagasy, depuis les petits jusqu'aux collégiens. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. L'Iran a lancé aujourd'hui, 21 mars, 2 missiles balistiques vers la base américano-britannique de Diego Garcia, située en plein milieu de l'océan Indien. Les détails avec France 24. Absolument, c'est vraiment une escalade de plus dans ce conflit, puisque la base de Diego Garcia, une base américaine et britannique, elle se trouve à quelques 4000 kilomètres des côtes iraniennes. Donc les missiles qui sont partis, donc 2 missiles qui sont partis pour toucher cette base, ont été envoyés depuis le territoire iranien, peut-être donc à une distance de 4500 kilomètres. Jusque-là, les Iraniens affirmaient que la portée de leurs missiles
missiles étaient donc maintenus à 2000 km et c'est la première fois que des cibles donc américaines et britanniques sont visées à plus de 4500 km du territoire iranien. Ce qui veut dire que l'Iran passe au stade supérieur. L'Iran n'a plus de limite dans la portée de ces missiles, des missiles qui peuvent par exemple atteindre tout le territoire des pays européens également, puisque 4500 km, c'est vraiment des missiles peuvent être lancés jusqu'en France. Et puis autre point important qu'il faut noter, c'est que avec la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, il y a une question sur la fatwa d'interdiction de posséder, de fabriquer l'arme atomique. Normalement, pour que cette fatwa soit toujours suivie, il faudrait que les frappes ont été centrées dans le quartier du sud de la capitale iranienne, mais aussi également, selon les médias iraniens, contre les installations nucléaires de Natanz, à environ 120 km à l'ouest de la capitale, près de la ville d'Ispahan, qui ont été frappées de nouveau. C'est pas la première fois que ces installations sont visées, mais il y a eu des frappes dans le sud de Téhéran et d'une manière générale, depuis 3 jours, il y a moins de frappes israéliennes ou américaines sur la capitale, ce qui permet aux Iraniens de passer le nouvel an, le Nowruz, avec aujourd'hui avec des visites à la famille, les plus âgés, et beaucoup de gens qui ont également sont partis en province, à la mer Caspienne, pour passer les vacances du nouvel an à l'extérieur de Téhéran. Et l'armée israélienne a annoncé avoir lancé ce matin des frappes sur Beyrouth, affirmant viser le mouvement Hezbollah soutenu par l'Iran. Depuis le 2 mars dernier, le conflit entre l'État hébreu et le Hezbollah a fait 1 million de morts au Liban et le déplacement de plus d'1 million de personnes. Cette guerre frappe aussi de plein fouet la jeunesse libanaise, contrainte de mettre ses rêves en suspens. Reportage de France 24. La scène pour oublier le déplacement forcé. Ces adolescents participent à un atelier de théâtre destiné aux jeunes affectés par la guerre. Parmi eux, Zahra, 16 ans, a dû fuir Nabatieh dans le sud du Liban. On commençait à découvrir ce qu'on aimait, les activités qui nous font plaisir, comment on aime passer nos journées. Et soudain, on a été déplacés, on ne pouvait plus rien faire. Au milieu des tentes installées sur le front de mer de Beyrouth, ces jeunes tiennent un salon de coiffure improvisé pour les déplacer. Les enfants et les adolescents payent le conflit au prix fort. Ils doivent mettre leurs études entre parenthèses et faire le deuil de leur maison et parfois de leurs proches. Hassan, par exemple, a perdu 2 cousines et 2 de ses amis dans une frappe israélienne contre son village. La guerre nous a vieillis. Les gens de notre âge, dans d'autres pays, vivent bien mieux que nous. Nous avons traversé des épreuves qui ne ressemblent à aucune autre. Des épreuves qui font craindre aux psychiatres de graves conséquences sur la santé mentale de cette nouvelle génération sacrifiée. Être témoin de violences, d'agressions physiques, de meurtres, de déplacements forcés, perdre son logement ou un parent, toutes ces situations comportent un risque très élevé de développer un syndrome de stress post-traumatique. La jeunesse libanaise attend maintenant la fin de la guerre pour enfin profiter de ses meilleures années. Et partant en Afrique, pour terminer ce journal, en République centrafricaine, la hausse des prix des produits pétroliers décidée par le gouvernement en 2023 continue de peser sur le quotidien des habitants. À Bangui et dans les grandes villes du pays, cette augmentation a entraîné une flambée des prix des transports urbains. Les usagers se tournent de plus en plus vers les mototaxis. Reportage d'un journaliste de France 24 à Bangui. Ici, à Bangui, la hausse des prix du carburant a profondément modifié les habitudes de déplacement. Aux heures de pointe, en plein centre-ville, les taxis sont nombreux à attendre. Auparavant, les recettes dans le secteur du taxi étaient élevées et le prix du carburant était bas. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Avec l'augmentation du carburant, les chauffeurs comme les patrons sont perdants. Les patrons ne nous paient plus correctement et nous n'avons pas le choix. Face à la hausse des tarifs, de nombreux usagers privilégient désormais les mototaxis jugés plus rapides et surtout moins coûteux.
Avant, j'étais chauffeur de taxi, mais comme le taxi ne marche plus bien aujourd'hui, j'ai décidé de me reconvertir en achetant une moto. Et je gagne beaucoup mieux ma vie. Une tendance qui inquiète les représentants du secteur. Abel, secrétaire général du syndicat des taxis et bus, tire la sonnette d'alarme et appelle au dialogue avec les autorités. Les taxis, bus ont tendance à disparaître. Et je vous confirme, ils vont disparaître. Pour remédier au prix du carburant, nous allons revenir vers tous ces ministères pour demander une négociation collective avec le syndicat pour voir comment on peut remédier à cela afin que les chauffeurs de taxis et bus peuvent reprendre vraiment un souffle de vie. La RCA est parmi les pays où le prix de l'essence est le plus cher, une situation qui continue de fragiliser le secteur du transport urbain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.